On commence avec un tournoi de plus de 205 joueurs. À la 4e place, nous aurons une liste chevalier gris dans le détachement Warbane. Les personnages, on commence avec Castellan Crow, 2 champions de la confrérie, dont l'un aura l'optimisation Radiant Champion. On ajoute 2 grands maîtres en Cuirassier Nemesis, dont l'un aura l'optimisation Parangon of Sanctity. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons 2 unités de 5 strike. Et pour le reste, une unité de 5 interceptors, une unité de 5 purifieurs et un grand bloc de 10 purifieurs, 2 cuirassiers Nemesis, et enfin en unité alliée, un armigère Aster. C'est une liste chevalier gris bien pensée et a su conjuguer des choix classiques à des options moins conventionnelles pour imposer une vraie pression sur l'ensemble du tournoi. L'armée repose sur les incontournables cuirassiers Nemesis et d'unités de purifieurs dont un grand bloc mené par le légendaire Castellan Crow. Mais ce qui donne toute sa saveur à cette composition, c'est l'intégration de 2 unités de strike accompagnées d'un champion de la confrérie. C'est une combinaison rarement vue, mais dont l'efficacité s'est révélée redoutable. Dans un environnement de plus en plus dominé par des MSU capables de manœuvrer rapidement et de percer ciblés, ces unités de strike soutenues par un champion brillent par leur capacité à tenir les ruines, des zones souvent critiques sur les tables du style UKTC. Le coût modeste de la combinaison masque une résilience élevée. Elles deviennent extrêmement difficiles à déloger sans y consacrer des ressources conséquentes. Une qualité précieuse notamment pour dissuader ou absorber les charges d'unités rapides comme les Banshee, que cette liste a visiblement su contrer efficacement. Une exécution maîtrisée et une vision tactique claire ont porté cette liste jusqu'au sommet. À la 3e place, ce sera une liste Necron dans le détachement Dynastie éveillée. Dans les personnages, on commence avec l'Illuminor Zeras, le générateur de points de commandement Imhotep the Stormlord en tant que seigneur de guerre. On rajoute Orican the Diviner, un seigneur Locus avec l'optimisation Voile des Ténèbres, un garde royal avec l'optimisation Netherrealm Casquette. Et enfin, 3 seigneurs Scorpec dont l'un aura l'optimisation Energic Dermal Bond. Pour l'unité de ligne, nous aurons un grand bloc de 20 guerriers Necrons. En transport dédié, une arche fantôme, et pour le reste, on aura une unité de 2 cryptotrales, 5 dépeceurs, 3 unités de 3 Scorpec Destroyers, 2 unités d'un seul Destroyer Locus, un bloc de 3 Destroyers lourds Locus, un Canoptech Reanimator et une arche du Jugement Dernier. Certains archétypes jusque-là discrets trouvent un second souffle. C'est le cas du détachement Dynastie éveillée, qui continue de faire parler de lui. Un bloc de 20 guerriers Necrons accompagné de choix techniques assez pointus, parfaitement adaptés aux exigences actuelles du jeu compétitif. L'ajout d'un garde royal dans l'unité permet d'activer la précieuse capacité de désengage, tir et charge, indispensable si l'on souhaite employer le voile des ténèbres ailleurs. Cette polyvalence défensive et offensive assure au cœur de la liste un pivot mobile mais stable, capable de tenir le centre tout en menaçant de repositionnement critique. Autour de ce noyau, 3 unités de Destroyer Scorpec, chacune escortée par un seigneur, assurent le rôle de force de frappe. Ce choix, de plus en plus fréquent dans les listes de dynasties éveillées, prend ici tout son sens. Leur profil leur permet de balayer facilement des unités populaires comme les Tankbusta, tandis que le seigneur apporte un potentiel létal accru grâce à ses blessures mortelles, particulièrement efficaces contre des armées comme les Aeldari. L'interaction avec le détachement permet même de réanimer, via le protocole de réanimation, certains Scorpec Destroyers, assurant un impact sur plusieurs phases et forçant l'adversaire à gérer 2 fois la même menace. Pour alimenter cette mécanique exigeante en ressources, Imhotep the Stormlord fait office de générateur à point de commandement, garantissant la disponibilité des stratagèmes importants. Une unité de destroyer lourd Locust armée d'Enmitic Exterminator complète la liste. Une menace anti-infanterie redoutable, parfaite pour nettoyer les troupes légères des armées comme l'Astra Militarum ou les Aeldari. Cette version de la dynastie éveillée montre une vraie compréhension du jeu actuel. Elle n'essaie pas d'écraser dès le départ, mais force l'erreur chez l'adversaire, capitalisant sur sa résilience et sa capacité à punir toute faille. C'est un excellent travail qui pourrait bien séduire les joueurs cherchant à marier robustesse, pression et flexibilité. À la seconde place, nous aurons une liste Aeldari menée par Vic Vigé, un joueur vétéran de la faction, dans le détachement Devoted of Inead. Dans les personnages, on commence avec 2 autarques, ensuite le Visarque et Ivraine en tant que seigneur de guerre. En transport dédié, un simple Wave Serpent, et pour le reste, un grand bloc de 10 Dark Reaper, 2 plus petites unités de 5, 2 unités de 5 Fire Dragon, 2 unités de 5 Banshee,
3 unités de 5 Rangers, 3 unités de 5 araignées spectrales, un bloc de 6 Windriders équipés des skaters laser, et enfin un grand bloc de 10 Inari Incubes. Cette construction, invaincue en tournoi, ne révolutionne pas l'arsenal Inari, mais l'exploite avec précision, révélant tout le potentiel de la faction quand chaque unité est choisie avec un objectif clair. L'une des premières subtilités qui saute aux yeux est le remplacement des traditionnels scorpions par 3 unités de Rangers. Le choix permet une économie d'environ 90 points, immédiatement réinvestis dans une unité supplémentaire. Un gain non négligeable dans un détachement où chaque activation compte. Sur le plan fonctionnel, les Rangers remplissent les mêmes rôles d'entrave de mouvement, de sacrifice ou de prise d'objectifs secondaires. Dans le contexte des Inari, leur destruction peut activer des mécaniques comme le Lethal Intent ou le repositionnement de l'incarne s'il était joué dans cette liste. Le cœur létal de cette liste réside dans une unité complète de Dark Reaper embarquée dans un serpent. Grâce à l'ajout des bonus de Star Engine, cette combinaison peut exploiter des lignes de vue assez inattendues dès les premiers tours, permettant de frapper fort tout en restant à l'abri de représailles immédiates. Une fois encore, Lethal Intent permet d'élever le potentiel offensif à des sommets, en assurant des phases de tir où la létalité est pratiquement garantie. Face aux armées orientées mêlées, la liste ne reste pas non plus passive. Il peut générer un écran de mêlée a priori multiple, combinant Banshee, Autark et l'unité d'Ivren pour créer un véritable filet de combat en premier. Cette configuration rend tout engagement frontal extrêmement périlleux pour l'adversaire. Il risque alors de se heurter à un mur réactif et létal. Ce type de dispositif n'est possible que grâce à une compréhension fine des séquences et interactions propres aux mécaniques à Eldari. Enfin, la présence d'une unité de Windrider vient compléter la matrice de tir. Appuyés par le stratagème Soul Sight, ils obtiennent des relances complètes pour toucher via leur capacité native, ce qui leur permet de démanteler même les cibles les plus robustes, à l'exception notable des unités bénéficiant d'une sauvegarde à 2+. Ce complément de tir mobile apporte à la fois réactivité et pression, 2 ingrédients clés de la réussite Inari. C'est un modèle de jeu à la fois redoutable et exemplaire. À la première place, nous aurons une liste Astra Militarum dans le détachement Combined Arms. Dans les personnages, on commence avec une escouade de commandement cadienne, une autre de Militarum Tempestus, un Rogaldorn Commander avec l'optimisation Grand Stratégiste, et on finit en tant que seigneur de guerre avec Ursula Creed. Côté unité de ligne, nous aurons une unité de 10 chocs de troupes cadiennes, 2 unités de 10 combattants des jungles de Katashan et 2 grands blocs de 20 escortes de Krieg. En transport dédié, une chimère de Taurox. Pour le reste, un Eland, 2 unités de 10 Kasserkin, 2 Lehman Russ Battle Tank et un grand bloc de 10 Tempestus Sion. Sur les champs de bataille du circuit compétitif, l'Astra Militarum démontre une fois de plus sa capacité à imposer un rythme solide en s'appuyant sur une armée bien pensée et parfaitement adaptée aux environnements UKTC. Le succès de cette armée repose en grande partie sur sa capacité à exploiter les lignes de tir latérales et les espaces de déploiement proposés par ses décors. L'utilisation judicieuse des transports permet aux unités embarquées de se projeter avec sécurité tout en mettant la pression dans la moitié du champ de bataille. Une fois positionnées, les unités de tir longue portée disposent d'angles parfaits pour contrôler les objectifs et éliminer les menaces prioritaires, souvent sans s'exposer. Deux blocs d'infanterie de Krieg viennent renforcer l'armée. Le choix n'est pas anodin. Les unités combinent résilience, capacité de projection et une valeur de contrôle d'objectifs largement suffisante pour forcer l'adversaire à s'en occuper. En multipliant les menaces similaires, cette liste crée une redondance stratégique. Si la première unité tombe, la seconde est prête à prendre sa place, augmentant les chances de forcer une erreur ou de capitaliser sur une mauvaise activation adverse. Un bel exemple du potentiel de l'Astra Militarum depuis le nerf du détachement tête de pont. Nous passons au second tournoi qui aura regroupé 60 joueurs. À 4ème place, nous aurons une liste Adeptus Custodes dans le détachement Solar Spearhead. Les personnages, on commence avec un champion des lames qui aura l'optimisation Adamantine Talisman. En tant que personnage, un Dreadnought lourd Télémon qui sera seigneur de guerre avec l'optimisation Augury Uplink. En transport dédié, nous aurons un simple Rhino Anathema Psychana. Pour le reste de l'armée, les 2 Caladius Grave Tank, grand classique. Ensuite, une unité de 5 Custodian Warden, un petit pack de 4 Prosecutor, un autre Dreadnought lourd Télémon, 3 vénérables Contemptor Dreadnought et enfin une unité de 4 Witchseekers.
Si la déferlante du détachement Lion a récemment capté l'attention des Custodes, ce tournoi nous rappelle que le Solar Spearhead, avec sa redoutable concentration de Dreadnought, demeure un sérieux prétendant compétitif. Le Télémon équipé de l'Augury Uplink joue ici un rôle pivot. Avec sa capacité à tenir des angles tout en dissuadant l'approche adverse, il s'inscrit dans une logique similaire à celle des grands monstres tyrannides ou du démon du chaos. Des démons du chaos. Mais ce Télémon n'est pas seul. Deux tanks Caladius viennent compléter l'arsenal. Ces véhicules précis punissent violemment tout blindé ennemi qui oserait se montrer. Grâce à leur portée et leur puissance, ils élargissent la zone de contrôle de l'armée et garantissent que toute menace ennemie, même bien positionnée, puisse être neutralisée à distance. Alors que le Lion de l'Empereur a connu un essor fulgurant ces dernières semaines, le Solar Spearhead démontre qu'il n'a pas dit son dernier mot. À la 3e place, ce sera une liste Thousand Suns dans le détachement Index, culte de la magie. Dans les personnages, on retrouvera Ahriman mais sans son disque, un sorcier exalté sur son disque, deux Infernal Masters, le premier avec l'optimisation Arcane Vortex et le second avec l'Umbraléfique Crystal. Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre, et un sorcier Thousand Suns avec l'optimisation Lord of Forbidden Lore. Du côté des unités de ligne, nous aurons 4 unités de 5 rubriques Marines, et pour le reste, 2 Mutalis et 2 unités de 10 cultistes Thousand Suns. Malgré une série quasi ininterrompue de nerfs depuis le début de l'édition, les Thousand Suns prouvent une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts à quitter la scène compétitive. Bien que largement désertés, les quelques généraux du changement encore fidèles à Magnus ont réussi à maintenir un bon taux de victoire ces dernières semaines. Le retour d'une doublette de Mutalis attire l'attention dans cette liste. Les monstres psychiques trouvent ici un rôle bien défini dans une construction qui mise sur la résilience par dispersion, l'attrition à distance et une pression convenable en mêlée. Leur capacité à projeter des blessures mortelles et à offrir un socle de points de vie conséquent permet de tenir la ligne de front face à des armées plus explosives. La performance de cette liste est d'autant plus impressionnante que le parcours fut loin d'être aisé. 4 des 5 adversaires affrontés figuraient parmi les meilleures performances du tournoi, démontrant que cette construction, malgré son plafond de puissance limité, peut rivaliser avec les Khador du méta si elle est bien pilotée. Le seul véritable point de rupture fut une confrontation contre une liste tyrannide orientée Nidzilla, dont la masse brute de monstres excède la capacité des Thousand Suns à les gérer efficacement. Un point de friction structurel. Il souligne le problème actuel de la faction, leur difficulté à gérer une saturation de grosses menaces tout en maintenant leur propre tempo sur le score. Un résultat tout de même admirable, montant qu'avec de la maîtrise et une préparation minutieuse, les Thousand Suns peuvent toujours viser le podium. Mais le changement, justement, semble plus nécessaire que jamais pour redonner à cette faction la place qu'elle mérite dans le panthéon des armées compétitives. Et franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour pour les Thousand Suns. À la seconde place, nous aurons une liste Ultramarines en détachement Gladius. Les personnages, un capitaine Gravis avec l'optimisation armure d'artificier, un lieutenant et son arme combinée, Marneus Calgar et en tant que seigneur de guerre au bout de Gilliman. Pour le reste de la liste, ce sera un grand classique de la Gladius. 3 Dreadnought Ballistus, une unité de héros de compagnie, un Gladiator Reaper, une unité de 5 infiltrators, un Invader ATV, une seule escouade de 5 scouts et 2 Vindicators. Franchement, je ne vais pas faire de débrief sur cette liste, car nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans d'autres épisodes top list, donc je vous inviterai simplement à regarder les top listes précédentes où vous avez le codex Space Marine sur la miniature pour avoir les informations que vous souhaitez. Et nous passons à la première place, où nous aurons une liste tyrannide dans le détachement Synaptic Nexus. Dans les personnages, on commence avec un tyran des ruches en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation Synaptic Control. Un neurotyran avec l'optimisation Power of the Hive Mind. Un peu difficile à dire. Power of the Hive Mind. Bon, allez. Passons aux unités de ligne. Une seule unité de 10 Ormagaunt. Pour le reste, ce sera un Biovore, un Aruspex, un Lictor, un grand bloc de 22 Neurogaunt, un Neurolictor, 3 émissaires Norn, 2 Psychophages et un bloc de 6 Zoanthropes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une liste Nexus Synaptique remporter un tournoi.
L'idée de simplement avancer 3 énormes créatures monstrueuses vers l'ennemi pour l'écraser sous leur masse pourrait sembler dépassée. Et pourtant, cette liste prouve que non seulement la stratégie est viable, mais qu'elle peut aussi être redoutablement efficace à condition d'être bien pensée. Au cœur de cette composition, on retrouve un trio d'émissaires Norn appuyé par un tyran des ruches bien équipé, formant un noyau de menaces imposantes. Le choix du détachement Synaptic Nexus est ici particulièrement pertinent. Le stratagème Reinforced Hive Node sur une Norn avec une sauvegarde à 2+, c'est l'assurance de résister face à la plupart des menaces actuelles APA-1 ou -2, très répandues dans le domaine compétitif. Même si ce buff n'est plus actif pendant toute la phase, son impact au bon moment peut faire la différence. Mais ce n'est pas tout. L'ajout de Psychophage pour octroyer une insensibilité à la douleur 6+, renforce encore la durabilité de cette ligne de front, rendant les premières frappes adverses beaucoup moins décisives. Et si l'ennemi cherche à se désengager ou à jouer sur la mobilité, Override Instinct permet de désengager, tir et charge, afin de rester menaçant en permanence, empêchant l'adversaire de les neutraliser simplement par un repositionnement. L'arrière-garde n'est pas en reste non plus. Les zoanthropes viennent compléter le tableau, apportant l'anti-char lourd nécessaire pour gérer les cibles que les Norns peuvent peiner à éliminer rapidement. Ce qui rend cette liste particulièrement intéressante, c'est qu'elle s'émancipe du traditionnel flotte d'invasion, souvent choisi pour son insensibilité à la douleur 5+, en proposant une alternative crédible, voire supérieure dans certaines configurations. Elle ne se contente pas de foncer tête baissée, elle intègre des outils de résilience, de contrôle et de contre-mesure, la rendant bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Les gros monstres sont donc de retour et cette fois, ils viennent avec un vrai plan de jeu. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.